Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Êtes-vous encore vraiment apte à conduire ? Réflexe, vue, cerveau, le Dr Richter brise le tabou des capacités au volant et c'est en exclusivité pour Flux Libre. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Saviez-vous que chaque année, des milliers de conducteurs perdent leur permis pour des raisons médicales ? Alors que ce soit à cause d'un problème de vue, d'un trouble cognitif ou d'une maladie chronique, l'aptitude à conduire ne va pas toujours de soi. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Richter. Bonjour docteur. Bonjour. Président du syndicat des médecins agréés pour le contrôle médical d'aptitude à la conduite. Quels conseils me donnez-vous avant que je démarre ma voiture au moment où je m'assois au volant ? Alors quand je m'assois au volant, il faut savoir si je suis capable de m'asseoir déjà, premièrement. Si j'ai pas de problème avec mes membres inférieurs, mon bassin, mes hanches, etc. Deuxièmement, quand je suis au volant, je dois me dire, est-ce que je vois clair ? Est-ce que je n'ai pas bu 4 verres d'alcool ? Est-ce que j'ai pas pris un joint ? Est-ce que j'ai bien mes 2 mains qui fonctionnent, mes 2 pieds, mes 2 chevilles qui fonctionnent bien ? Dans ce cas-là, si tout va bien, que je ne suis pas attiré par autre chose, je peux conduire. Sinon, je me pose la question, je ne conduis pas. Quelles sont, docteur Richter, les aptitudes indispensables pour conduire en toute sécurité ? Une bonne mobilité, un examen neurologique normal, pas de problème physique. Du type ? Paralysie, fracture, plâtre, tout ce qui empêche la mobilité des 4 membres. La vue ? Il faut une vue impeccable, puisqu'on a des normes pour la vision, qui sont conducteurs qui ont un permis du groupe 1, léger, les voitures. Il faut avoir au minimum 5 dixièmes en acuité binoculaire. Binoculaire, c'est les 2 yeux réunis. Il faut au minimum 5 dixièmes, corrigé ou non corrigé. Et 5 dixièmes, ça paraît faible pourtant. Ça paraît faible. Alors ça a été réformé en 2017 de mémoire, parce qu'avant c'était un peu plus strict. Si vous voulez, ils ont un peu élargi, parce qu'on estime les panneaux sont assez lumineux, sont assez grands, les pancartes sont correctement mises sur les bords de route, ce qui fait qu'on arrive quand même à bien lire les panneaux. La vision nocturne, c'est la même chose ? La vision nocturne, pas du tout. C'est un peu plus compliqué à interpréter, parce qu'en fait c'est subjectif. Alors, c'est pas évident qu'une personne vous dise « je vois mal la nuit », etc. Donc, les médecins agréés que nous sommes, quand nous examinons des usagers comme ça, nous pouvons limiter la conduite à la journée. Moi, je pose la question, est-ce que vous voyez bien la nuit ? Alors, la plupart des gens vous diront oui. Puis, il y a des gens qui sont honnêtes, qui vous disent « ah, le soir, docteur, quand je conduis, je suis un peu embêté parce que je vois moins, les phares me gênent, etc. » Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on peut se poser des questions. Et on a possibilité, quand on examine ce type d'usager, d'empêcher la conduite nocturne. C'est-à-dire interdire la conduite entre le coucher du soleil et le lever du soleil. C'est déjà arrivé ? Oh, ça m'arrive régulièrement, bien sûr. Parlons de l'audition, important. La Bible des médecins agréés interdisait auparavant, avant 2022, interdisait à un sourd profond de conduire un véhicule du groupe lourd, c'est-à-dire des camions, etc. Cette interdiction a été levée moyennant des adaptations du véhicule, avec des prothèses s'il y en a besoin. Un sourd profond, malheureusement, il n'est pas adaptable, et avec des aménagements, des rétroviseurs bilatéraux, etc. Donc tout ce qui permet d'avoir une bonne vision de tout ce qui se passe autour de soi. Je voudrais qu'on fasse une pause sur tous nos amis qui sont atteints d'un handicap. Selon le handicap, on a une Bible. La Bible, c'est un arrêté qui est paru au journal officiel le 3 avril 2022, qui est notre référence avec toutes les pathologies qu'on peut rencontrer, qui permettent à un médecin agréé de délivrer une aptitude ou une inaptitude à la conduite. Ces pathologies sont classées. Une sclérose en plaques, par exemple, démarre jeune, comment il va évoluer ? Donc si vous laissez un usager qui a une sclérose en plaques, c'est triste bien sûr, mais si vous le laissez conduire sans le surveiller, on ne peut pas savoir, il peut être dangereux à partir d'un certain nombre d'années d'évolution. Donc si vous voulez, il faut qu'il soit vu régulièrement. Donc c'est pour ça que cette Bible nous permet, nous médecins agréés, de prendre des décisions en fonction de la capacité physique et cognitive des usagers qu'on examine. Vous, docteur Dominique Richter, vous qui êtes président du syndicat des médecins agréés pour le contrôle médical d'aptitude à la conduite, quels sont les types de problématiques que vous avez rencontrés et qui vous ont peut-être d'ailleurs le plus bousculé ? Alors, ce qui m'a bousculé, c'est les problèmes neurologiques. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de maladies neurologiques qui sont en développement. On parle de la maladie d'Alzheimer, des mamas, etc. Mais des mamas ? Les maladies d'Alzheimer et maladies assimilées, quoi. Donc, effectivement, toutes ces pathologies peuvent entraîner des complications pour la conduite. Je suis très partisan de sensibiliser, le public à l'aptitude médicale, et 2, surtout les médecins. Tous les médecins qui ont des patients dans leur patientèle qui présente un trouble, le médecin devrait se poser la question, quand il voit son patient, est-ce qu'il est capable de conduire ? Alors c'est vrai que les médecins ne sont pas formés pour ça, parce que dans les études de médecine qui sont longues, on n'a pas encore introduit la notion de sécurité routière. C'est un grand dommage, j'aimerais bien que ce soit fait, qu'on puisse inculquer aux jeunes médecins en devenir
une notion sur la sécurité routière et ce qu'il faut faire. La pathologie qui m'a le plus, pas perturbé, mais qui est la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle. J'ai fait diagnostiquer des hypertensions chez des usagers que je voyais qui n'étaient pas du tout conscients qu'ils étaient hypertendus. Comment ça se passe? L'examen médical que je pratique vous permet des fois de trouver des chiffres anormalement élevés de tension artérielle. Ok. Moi, je suis médecin, je suis un peu strict, c'est-à-dire que je ne me contente pas du chiffre que je constate, je demande à cet usager d'aller voir son médecin traitant pour faire un bilan. Eh bien, une fois sur deux, il revient avec un courrier. Et souvent, d'ailleurs, quand je leur donne un permis limité, ils reviennent en me disant « Docteur, merci ». En quoi cette tension? Parce que vous avez des chiffres qui interdisent la conduite à partir de Je voudrais savoir. 180-110. Alors attendez, prenons le temps. Je suis hypertendu. Oui, traité ou non traité? Non, je suis pas hypertendu en vrai, mais je prends le cas de quelqu'un. Vous parlez d'un usager. Non, prenons les choses les unes derrière les autres. Vous constatez que votre patient est hypertendu. Qu'est-ce qui va se passer dans sa conduite? Pourquoi c'est un risque de le laisser conduire? Parce que l'hypertension est la source des AVC et des problèmes cardiovasculaires. Vous avez un hypertendu qui a une tension artérielle à 200-110, qui peut très bien péter un vaisseau dans son cerveau, dans ses artères cérébrales, entraîner un accident vasculaire cérébral et au volant, malheureusement, c'est dramatique. Est-ce qu'il y a d'autres maladies chroniques qui sont à risque à la conduite? Tout ce qui est neurologique, l'épilepsie, les syncopes, les maladies de Ménière, des tas de maladies qui entraînent des pertes de conscience, pertes de connaissance brutales. Le diabète. Pourquoi le diabète? Parce que le diabète est susceptible de donner des hypoglycémies ou des hyperglycémies qui peuvent entraîner un coma ou une perte de connaissance. La perte de connaissance est la première cause de ces troubles médicaux. Je ne parle pas de l'alcool et des stupes. Donc c'est pour cela que vous faites appel à tous les médecins traitants en disant si vous avez dans votre patientèle des personnes qui sont ou touchées par une maladie neurologique ou par une problématique de diabète et autres, il faut d'abord sensibiliser, j'imagine, dans un premier temps, le patient lui-même. Complètement. Lui conseiller d'aller voir un médecin agréé s'il a une de ces pathologies. Comment le faire? Par exemple, je suis atteinte d'un diabète qui évolue malheureusement pas très bien. Est-ce que le rôle de mon médecin traitant n'est pas de me dire « je vous envoie voir un médecin agréé pour la conduite, je ne peux pas vous laisser comme ça tout seul dans la nature ». Alors, le rôle du médecin traitant, premièrement, c'est de traiter le diabète et d'essayer de corriger les anomalies. Deuxièmement, il ne peut pas l'envoyer voir un médecin agréé, il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut que lui conseiller. Oui, bien sûr. Il lui conseille, ce que je dis toujours à mes confrères, notez-le dans votre dossier médical. En cas d'accident, vous direz, j'ai prévenu l'usager. Après, l'usager, il fait ce qu'il veut. Le conducteur, s'il ne veut pas aller voir un médecin, c'est son problème à lui. Ce n'est pas le problème de la société. Le problème, c'est que ça risque d'entraîner un accident. On a vu que ce qui peut entraver les aptitudes à la conduite, il y a certaines maladies. Est-ce que certains médicaments... Complètement. Lesquels? Tout ce qui est la classe des psychotiques, certains antidépresseurs. Il y a une classification qui a été faite par la ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments, qui a classifié les médicaments en 3 classes, les pictogrammes sur les boîtes de médicaments, pictogramme jaune, orange et rouge. Quand vous avez un pictogramme rouge, ça veut dire interdiction de conduire. Et je recommande, moi, à mes confrères médecins qui prescrivent les médicaments, quand il y a un pictogramme rouge sur la boîte de médicaments, ils doivent mettre en dessous interdiction de conduire. D'accord. On n'a pas le droit de conduire quand on prend du Stilnox, par exemple, c'est pictogramme rouge. Et le médecin a un rôle, le pharmacien a un rôle, parce que lui, c'est lui qui délivre le médicament. Pictogramme orange, on peut conduire avec l'assentiment des professionnels de santé qui donnent des conseils. Nous sommes en plein dans la période des allergies. Les antihistaminiques peuvent-ils avoir un rôle sur la conduite? Certains entraînent des troubles de la vigilance, bien sûr. D'accord. Oui, des phases d'endormissement. On va plonger dans le sujet de la vieillesse. Là aussi, nos aptitudes dégringolent. Je crois qu'il faut bien clarifier les choses. Les incidents de la conduite ne sont pas liés à l'âge, ils sont liés aux pathologies qui, malheureusement, avec l'âge, évoluent et progressent. Ce n'est pas parce que vous êtes âgé que vous êtes dangereux au volant. Si vous regardez les statistiques strictes et formelles de l'ONISR, vous constatez que la mortalité liée à la conduite des personnes âgées n'est pas si élevée que ça. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dans les pays étrangers qui ont introduit une visite médicale obligatoire à partir d'un certain âge, les statistiques de la mortalité ne montrent pas une baisse de la mortalité quand on fait une visite médicale. Donc, si vous voulez, la France s'oriente vers un auto-questionnaire ou une auto-évaluation de l'état de santé qui devra être remplie loyalement. Je vais vieillir, j'ai un peu bêtement la sensation quand même que mes réflexes vont bouger, que ma vue va peut-être baisser, que mon audition également. Et ça, c'est normal pour vous, ça ne vous inquiète pas? C'est pas que ça m'inquiète pas. Disons qu'il faut que les gens se prennent conscience eux-mêmes. Je vous disais tout à l'heure, quand on prend le volant, on doit savoir si on est apte à conduire. Donc quand on vieillit, si la vue baisse, on fait ce qu'il faut pour que la vue s'améliore. On a une cataracte, on va faire opérer la cataracte.
Et puis vous récupérez une acuité visuelle qui vous permet de conduire. Donc si vous voulez, ça c'est aux médecins, c'est aux ophtalmos de le dire aux gens dans cette pathologie. Tout ce qui est neurologique, c'est pareil. Pour le diabétologue, c'est pareil. Je voudrais en revenir à votre rôle, docteur Dominique Richter. Bon, vous êtes président bien sûr du syndicat des médecins agréés pour le contrôle médical d'aptitude à la conduite et vous avez donc vous-même fait passer des contrôles médicaux. Quels sont les tests que vous faites passer ? Comment est-ce que vous évaluez ces aptitudes à pouvoir récupérer un permis de conduire ? On a l'examen clinique du médecin agréé qui fait un examen normal. C'est quoi un examen Un examen normal ? normal, c'est prise de tension, auscultation cardiaque, auscultation pulmonaire, acuité visuelle, regarder le champ visuel, mesurer l'acuité auditive et surtout la neurologie, les réflexes, la sensibilité, le maniement des membres inférieurs, des chevilles, voir s'il n'y a pas de paralysie des pieds, par exemple, qui empêcherait le maniement des pédales, et bien entendu les membres supérieurs pour voir si les deux mains peuvent tenir le volant, pour que la pince soit fonctionnelle, pour que le volant on le tienne à 10h10. Vous cherchez pas la perfection quand vous allez redonner le permis à quelqu'un ? Bien sûr que non. Il y a des gens qui ont des handicaps, on ne peut pas les empêcher de conduire, alors on les surveille. J'aimerais bien qu'on aborde le sujet alcool et stup, parce que moi, c'est un truc qui me perturbe beaucoup. Alors, je siège dans les commissions médicales. Commissions médicales, ce sont 2 médecins qui sont réunis sous l'égide du préfet. Donc le préfet impose des rendez-vous, des dates de rendez-vous dans un endroit, en général les préfectures, mais il y a des préfectures où ça se passe ailleurs. Ces médecins sont appelés par le préfet à examiner des usagers dont le permis a été suspendu, invalidé, annulé, suite à consommation alcool ou stupéfiant. Et malheureusement, on en a de plus en plus. C'est quand même une deuxième cause d'accident, c'est bien l'alcool au volant. Et surtout chez les 18-24 ans où c'est Alors, la première chez cause de mortalité, Tout à fait. toute mortalité confondue. L'alcool crée quoi quand j'ai dépassé le stade ? Quand vous avez passé le stade, vous perdez complètement votre vigilance, vos réflexes, votre attention, et dans ce cas-là, vous perdez vos moyens de conduire. Autre stupéfiant ? Alors tous les autres stupéfiants, c'est pareil. Le joint, la cocaïne, les amphétamines, l'opium, les médicaments à base d'opium, il y en a beaucoup sur le marché. Ça crée quoi ? Ça vous crée un manque de discernement, une altération de la vigilance, de l'attention qui vous perturbe votre conduite. Protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, moi, ça me pose problème parce que malheureusement, on ne décrit que les cas mortels. Ça fait quoi ? Ça vous entraîne une espèce de... Vous êtes dans un nuage, vous êtes sur un nuage. Donc vous êtes au volant, vous prenez comme si vous étiez dans une fusée, puis vous appuyez sur l'accélérateur, vous avez perdu complètement toute notion du temps, de l'espace, ce qui fait que vous faites n'importe quoi au volant, quoi. C'est ça, et ça dure pas très longtemps. Pas très longtemps peut entraîner un accident. Pour conclure, il faut même, si on a l'impression que tout va bien, une fois par an, faire un petit bilan avec son médecin traitant ? Ma conclusion, ce sera sensibilisation. 1, des usagers qui prennent le volant. 2, des médecins qui ont leurs patients. Alors, tout le monde n'a pas de médecin, c'est toujours pareil. Donc, effectivement, c'est bien aux usagers de faire attention quand ils sont au volant, de faire attention à être en état pour conduire. Merci beaucoup, Dr Richter. C'est moi qui vous remercie. Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.